café. Notre invité café et votre question au 31 90 00. La situation des écoles du fleuve. Nous en parlons avec l'inspectrice académique de l'éducation nationale des circonscriptions de l'Ouest, Corinne Gall. Bonjour Corinne Gall. Bonjour. Alors concernant le lycée Bertin Juminaire, tout d'abord, vous avez entendu le reportage dans ce journal. Les enseignants dénoncent des emplois du temps fluctuants, changeants, flottants, mouvants, ce qu'on veut. Et ils parlent de violence institutionnelle. À tort ou à raison ? Les enseignants utilisent toujours l'expression qui leur sied. À tort ou à raison, je ne saurais dire. Ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est la difficulté et la raison pour laquelle il y a eu grève dans ce lycée hier. Bon, l'emploi du temps, certainement, beaucoup d'élèves, on l'a entendu dire. Je pense qu'il faut prendre le temps de retrouver le dialogue entre les enseignants et le proviseur. Ouais. Je pense, étant donné ce que vous venez de dénoncer et puis de décrire, et puis que les parents d'élèves aussi puissent retrouver le dialogue avec les enseignants et le proviseur. Alors, dans l'Ouest et sur le Maroni, d'une façon générale, les difficultés sur les sites isolés, notamment, sont devenues une sorte d'habitude. Peut-on parler de conditions d'enseignement dégradées sur ces sites isolés, aussi bien sur le Maroni que le Yapock ? Peut-être pas cette expression. Ce qui est important de savoir, c'est que au niveau de l'objectif du rectorat, c'est d'être complètement prêt pour l'accueil des élèves. Et l'accueil des élèves, en ce qui nous concerne, c'est effectivement la nomination d'enseignants et la présence des enseignants, mais nous ne pouvons travailler seuls. Nous travaillons toujours avec les municipalités et puis, puisque nous parlons de la situation des fleuves, avec d'autres partenaires, puisqu'il y a évidemment le déplacement des élèves, notamment par pirogue, et ce déplacement est géré notamment par la CTG. Donc, ce que nous devons comprendre pour la situation des écoles du fleuve, c'est qu'il y a un réseau relationnel, un réseau de partenaires donc un réseau de responsabilités. Sans doute, en tous les cas, un faisceau de compétences. Nous ne pouvons travailler seuls et l'accueil des élèves et l'enseignement sera adapté, adéquat, en fonction de l'optimisation justement de ce partenariat. Alors les écoles du fleuve, on l'a vu, boudées par les enseignants. À chaque rentrée, ils sont nombreux à manquer à l'appel. La faute à qui ? À ces enseignants avant tout, un problème d'organisation, ce même du rectorat, s'agissant des affectations sur place. Nous avons pour nos enseignants à comprendre que des enseignants qui travaillent sur le fleuve, c'est un choix. C'est à la fois une expérience professionnelle, mais aussi une expérience de vie. Et cette expérience de vie, elle doit être mûrie parce que, vous l'avez énoncé tout à l'heure, c'est sans doute quelquefois accepter l'isolement. Sur certains sites, nous n'avons que les écoles. Et ça veut donc dire que nos enseignants vont rester entre eux et de toute façon sur des situations isolées. Donc ce choix de vie, il se fait sur une certaine durée. On a très peu d'enseignants qui restent une carrière, par exemple, sur ces mêmes sites. Donc forcément, on a un turnover assez évident. Il n'y a pas moyen de les contraindre à rester plus longtemps ? Les contraintes, c'est difficile. Vous savez, quand nous avons des jeunes qui... En dépit des difficultés. Oui, en dépit des difficultés. Bon, il y a des situations d'attractivité au niveau de leur situation professionnelle par rapport à leur évolution de barème, par rapport à un retour possible. Nous avons aussi de plus en plus d'enseignants qui sont des bourgs, si je peux m'exprimer ainsi, que ce soit sur l'Oyapock ou sur le fleuve de l'Ouest, et qui commencent à s'installer ou qui sont issus de ces bourgs et qui veulent rester enseignés sur ces lieux où ils habitent, où ils ont grandi. Et si on doit comprendre, ça veut dire quoi ? Ils se sont surtout des volontaires, c'est ça, qui vont dans ces territoires et qui sont de moins en moins nombreux, c'est ça, aujourd'hui ? Non, on ne doit pas dire qu'ils sont de moins en moins nombreux. Ils existent, il suffit qu'on les trouve. Voilà, donc on fait appel à la fois aux enseignants. C'est qu'ils sont pas intéressés.
Mais le choix de vie, c'est difficile à installer. Donc, notre travail, c'est d'informer au maximum sur les situations d'enseignement, puisque notre premier point de vue, mais aussi sur les situations de vie. À partir de là, on va accompagner. Et nous avons sur le rectorat une cellule qui s'appelle le référent des sites de l'intérieur, qui accompagne cette installation et ce vécu de l'enseignant sur les fleuves. Est-ce qu'il y a un travail de coopération, on va dire, avec les municipalités, les bailleurs sociaux, justement pour améliorer les conditions de vie? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout au début. Nous ne pouvons travailler seuls, étant donné que nous sommes sur de l'installation de vie de ces enseignants. Nous travaillons avec les bailleurs sociaux, nous travaillons avec les municipalités, les uns et les autres étant complètement concernés par cette optimisation de façon à ce que les élèves puissent être accueillis. Ce qui est fait est toujours concerté et toujours très opérationnel. Vous parliez un instant de turnover, un turnover qui à coup sûr ne favorise pas une éducation de qualité dans ce secteur. Quelles sont les pistes de l'académie pour pérenniser les enseignants affectés ? Oui, la première piste, ce serait d'utiliser tous les enseignants qui vivent sur les sites, les enseignants issus de ces sites, de les aider, de les accompagner pour qu'ils soient très très vite titularisés, de façon à ce que on puisse ne pas avoir que du turnover, mais aussi des enseignants concernés par la vie de ces bourgs. Alors, on peut trouver ça sur les grands bourgs, Maripasoula, Papaichton, Grand Sentier. On a à travailler autrement sur les petits écarts. Alors, le coût du transport, parlons-en, pour ces enseignants, peut être important. Existe-t-il un dispositif d'aide ? Oui, nous avons, nous pouvons aider au déplacement avec une pirogue du rectorat, puisque le rectorat peut déplacer des pirogues. Alors, nous sommes forcément, lorsqu'on parle de pirogue, et on est en plein dans l'actualité, en relation avec le niveau du fleuve. Nous avons aussi un inspecteur qui peut aider aux installations, un nouvel inspecteur qui était encore à Maripasoula hier matin. Au niveau des déplacements aériens, nous sommes complètement dépendants, et le mot est très précis, d'Air Guyane. Et là, nous ne pouvons que utiliser ce qui existe. Mais autrement, on essaie de pouvoir travailler avec les pirogues, les piroguiers et autres. Oui, c'est tout. Tout. Alors, selon nos informations, au niveau logement, ça va plus ou moins bien à Monfina. L'eau potable, d'excellente qualité, l'électricité gratuite. Vous me dites. Alors, quant aux classes, le mobilier, les tables sont branlantes et pas adaptées aux enfants. Les chaises sont très abîmées. Il n'y a également aucun manuel pour les élèves dans les classes. Alors, que comptez-vous faire par rapport à cela ? Alors, vous nous citez des exemples très précis, les tables, les chaises, les manuels, d'accord ? Je vais rester dans notre champ de compétences. Notre champ de compétences, c'est d'installer des enseignants. Et à partir de là, on va essayer, avec les municipalités, d'optimiser cette installation pour que l'acte d'enseignement soit le meilleur. Mais tout ce qui est fonctionnement, c'est de la responsabilité des municipalités. Ce que nous faisons, l'inspecteur qui est passé il y a 2-3 jours sur Monfina va certainement se mettre en relation avec la municipalité pour faire un état des lieux et demander à ce que les choses avancent. Monsieur le directeur de Monfina est très concerné, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, et qui connaît très très bien ses partenaires. Donc les demandes sont réitérées, passent par différents réseaux, que ce soit le nôtre, que ce soit la municipalité, que ce soit aussi avec des parents d'élèves, et on espère avoir une écoute pour que les choses s'arrangent. Alors... Mais nous sommes convaincus que les choses vont s'arranger suite aux demandes. Alors, en 2 mots, la brigade départementale de formation continue, ces enseignants qui viennent remplacer au pied levé les postes non occupés, elle est très active. C'est une solution, on va dire heureusement que cette brigade-là existe. C'est une solution temporaire, parce que nous ne pouvons pas laisser des élèves sans enseignants.
et nous devons avoir le temps de pouvoir recruter. Donc, monsieur l'inspecteur est très, très concerné par le recrutement, que ce soit des gens Mais temporaire, c'est combien de temps? Jusqu'à ce que l'on puisse obtenir des enseignants installés et recrutés. Donc, ça peut être l'année scolaire. Ben, on espère que non, parce que la brigade de formation continue, elle est là pour justement permettre la formation continue. Mais en général, on trouve et on recrute des enseignants jusqu'à novembre ou décembre. Avec une incitation financière à la clé, forcément. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Non, non, vous avez raison, on ne les attrape pas avec du vinaigre. Il y a une incitation financière, puisqu'il y a une indemnité pour la vie sur le fleuve, hein, donc elle existe. Et les enseignants, après, les personnes qui veulent intégrer le fleuve. Mais vous savez, c'est des expériences de vie qui sont choisies. Nous recevons énormément de candidatures. Après, nous devons faire une relation quant au diplôme, parce que nous ne pouvons pas prendre tous ceux qui se proposent pour participer à cette vie sur le fleuve. Donc, et puis, il y a un entretien avec l'inspecteur. Mais nous espérons pouvoir, en novembre ou décembre, avoir recruté le nombre d'enseignants adaptés. Nous avons beaucoup débordé, Corinne Gall, mais le sujet l'imposait. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci, bonne journée. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.